Comme 2 millions de femmes en France, elles ont été victimes de violences conjugales. C'était souvent tentative d'étranglement, tiré par les cheveux sur toute la longueur, et puis des coups de pied assassins. Je n'ai jamais passé une semaine en 12 ans sans recevoir une raclée. C'était cauchemardesque, quoi. Et je savais pas qu'on pouvait vivre ça. Malgré ce calvaire, elles se sont tues pendant des années. On finit par croire qu'on mérite ce qui nous arrive, en fait. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte à un moment donné? J'avais peur de le perdre. Il était à genoux, il pleurait, il me demandait pardon. Parce qu'on a toujours cet espoir, on va réussir à le changer. Mais quelqu'un qui commence à frapper une femme, il ne change pas. J'arrive pas à comprendre comment on en arrive là, j'arrive pas à comprendre pourquoi on part pas. Mais finalement, la parole a été plus forte que les coups. Mon médecin m'a dit vous avez 29 ans, vous avez la santé d'une femme de 60 ans, partez, il va vous tuer. Bon, j'ai réussi à ouvrir la porte, à partir, puis j'ai rejoint la police. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui? À la première baffe, il faut partir. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Souvent, ces victimes se cachent, ont peur de parler, de pousser la porte d'un commissariat. Les femmes que je reçois aujourd'hui ont longtemps subi les coups et les humiliations jusqu'au jour où elles ont eu un déclic, la force de réagir et d'oser enfin parler. Des simples mots qui les ont libérées et qui ont changé leur vie à tout jamais. C'est pour dénoncer ce fléau que France Télévisions a mis en place une plateforme Internet. Vous pouvez raconter votre histoire et ainsi briser le silence comme le font nos invités aujourd'hui sur notre plateau. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour l'histoire continue, nous retrouverons Ophélie et Agnès, deux autres femmes courageuses qui nous donneront de leurs nouvelles depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, la première gifle. Laurence, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre histoire remonte à une dizaine d'années. À cette époque, où en étiez-vous dans votre vie sentimentale ? Alors j'étais dans une situation délicate personnellement. J'étais en dépression. J'étais sous antidépresseurs, je n'avais pas confiance en moi. J'avais une très mauvaise estime de moi-même. Je pensais que je n'avais pas assez construit ma vie. Donc j'étais, je pense, en quête de solidité, d'évolution personnelle. C'est à ce moment-là, justement, que vous avez rencontré l'homme dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Et en fait, justement, comme j'étais en quête de sécurité, de solidité, j'ai vu en cette personne ces critères, en fait. Il semblait solide, voilà. Rassurant. Voilà, exactement. Puis avec du charme aussi, un charisme, un certain charisme. On s'est vu plusieurs fois. Ensuite, il m'a proposé de vivre avec lui, donc ce qui a été un déclencheur pour moi, pour mon estime personnelle. C'est la première fois qu'un homme vous proposait de partager sa vie ? Oui, oui. Donc ça a fait un petit déclic. Donc vous vous êtes dit, voilà. Si on me propose ça, c'est que je suis quelqu'un d'aimable au sens propre du terme. Tout à fait. Et donc je me suis trouvée sur un petit nuage, donc j'étais très très emballée. Et puis la première dispute est arrivée à quel moment ? Alors en fait, j'avais emménagé avec lui dans son appartement. Et donc j'étais allée chez des amis après le travail pour boire un verre. Et lui m'a appelée à ce moment-là et donc j'ai senti son agacement. Donc j'ai compris qu'il fallait que je rentre. Et en fait, je suis arrivée, il n'y avait pas eu de discussion. Il y a eu environ 10 minutes
entre le moment où je suis arrivée et le moment où il m'a pris le bras et m'a emmenée dehors devant la façade de l'immeuble. Et il m'a posé une question, est-ce que tu vois marqué hôtel devant, sur la façade? Et donc, moi, j'étais très surprise. Même j'ai eu un rire nerveux parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, je lui ai dit, ben non. Et donc là, il m'a demandé de partir de l'appartement. Il m'a virée de l'appartement. Donc, j'ai dû prendre toutes mes affaires et aller dormir chez une amie. Et ensuite, j'ai voulu quand même discuter avec lui. Combien de temps après? 2 jours après, je pense. C'était très rapide. Donc, je lui ai demandé de se voir dans un café, un endroit neutre. On a eu une discussion, mais voilà, j'avais 2 sentiments en fait, parce que je pense qu'intérieurement, j'avais pas envie que ça s'arrête. Donc il y avait le côté séducteur qui était toujours présent, et en même temps, j'avais quand même le sentiment que ce qu'il me disait, ça me convenait pas. Mais j'avais pas à ce moment-là le. Il vous disait quoi? Enfin, c'était plutôt un monologue en fait, parce que moi j'écoutais ce qu'il me disait. Et vous avez essayé de vous défendre? Oui, un petit peu, je me rappelle au début, oui. Il n'écoutait pas ce que vous lui disiez? Non. Et mais bon, moi, je me laissais aussi prendre par ce qu'il me disait. Amoureuse de lui, quoi. Oui, j'étais amoureuse. Sous le charme. Voilà. Et donc, vous êtes, je suis repartie avec lui. Voilà. Revenue vous installer. Ouais. Et puis, comment s'est installée la violence? C'était progressif, mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est la violence au sens large, c'est-à-dire c'est pas que physique, parce qu'en fait, là, c'est psychologique, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est toujours... Il y a une sorte d'engrenage qui s'installe. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que moi, je ne connaissais pas ce genre de comportement. Et comme il y a le côté amoureux qui est toujours quand même présent, on a tendance à être aveuglé. Et donc, en fait, il y a eu un premier conflit sur un sujet de couple, en fait, au restaurant. Et donc, qui a fait que on a eu une grosse dispute. Mais c'est surtout lui, encore une fois, il faisait beaucoup de monologues. Donc, moi, j'écoutais beaucoup. Et le lendemain, en fait, de ce conflit, j'ai voulu qu'il s'excuse et j'ai insisté. Et donc lui, ce qu'il a trouvé pour arrêter la discussion, c'est de me mettre un coup de poing. Donc ça a été le premier geste fort, le plus visible, on va dire. Et donc là, j'ai pas réagi. Je suis restée atterrée, en fait, par ça, parce que je n'avais jamais reçu de coup avant. Et donc j'ai été j'étais dans un malaise toute la journée. Donc pour lui, c'était son fonctionnement, en fait, de mettre fin à la discussion par la violence. Donc je suis restée dans un malaise toute la journée. Il est venu me voir dans la chambre, j'étais dans le lit. Et la seule chose qu'il m'a demandé, c'est si je voulais sortir le soir avec des amis. Et donc moi, je lui ai dit que non, parce que j'étais pas bien. Et voilà, c'est tout. Donc, pas de remords, pas d'excuses. Est-ce que tout ça s'accompagnait de violences verbales? Est-ce qu'il vous a fait changer de comportement? Est-ce qu'il vous a isolé? Est-ce qu'il vous a rabaissé? Oui, tout ça. De manière à ce que vous soyez... À son image. En fait, c'est une reprogrammation, une rééducation. Je pense que j'ai été comme une enfant avec lui, lui comme un père. Il m'a infantilisée, m'humiliée, il me traitait comme... De telle sorte que vous ne puissiez plus vous défendre, oui. Vous ne puissiez plus réagir. En fait, je vois ça dans une métaphore comme... c'est comme une araignée, l'homme araignée, on va dire. On est pris dans la toile. Au début, on se débat un petit peu, parce qu'on a encore des ressources, et ensuite, on n'y arrive plus. Et en fait, la violence verbale est très puissante. Les humiliations, les brimades, les sermons, c'est-à-dire qu'il vous explique comment vous comporter. Donc en fait, il se prend pour Dieu. C'est lui qui a la science de savoir comment il faut être dans la vie, dans la société. Est-ce que vous cherchiez à lui renvoyer ce qu'il vous disait,
à le rabaisser aussi, à lui dire que justement il n'était pas Dieu et que de quel droit J'ai essayé au début, mais comme je vous disais, au début, on a encore une petite capacité à réfléchir, mais progressivement, on perd toute capacité de décision, de réflexion. Donc on abandonne en fait son corps, on abandonne son esprit, même son âme. Vous avez subi les agressions de cet homme pendant 4 ans. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire le climat dans lequel vous viviez ? Comment vous le résumeriez, ce climat ? Un climat d'angoisse, de terreur. On est toujours sur le qui-vive, en fait, parce qu'il est comme Dr Jekyll and Mr Hyde, donc il a évidemment des côtés gentils. Et en fait, il sait très bien jouer entre les deux. Il met en place l'échiquier. Est-ce que vous en parliez autour de vous ? Non. Ça aussi, c'était... Là, il était parvenu à vous isoler de votre entourage ? Oui, mais c'est-à-dire qu'on est coupé de son mode d'expression. Et puis... Parce qu'on a honte ? Honte, parce qu'on se sent coupable et parce qu'on finit par croire qu'on mérite ce qui nous arrive, en fait. Parce que moi, je l'ai vraiment senti. Je pensais que je méritais ces baffes, que je pensais que je méritais d'être humiliée pour me construire. Et donc, il a usé, abusé de tout ce que j'ai pu lui dire, de mon intimité. Et ça, c'est juste pas possible. En fait, c'est une tornade qui dévaste tout sur son passage. C'est-à-dire qu'il appuyait sur les complexes que vous lui aviez confiés ? Oui, exactement. Alors, pourtant, un jour d'automne 2007, vous avez réussi à vous sortir de ces griffes. De quelle façon ? Et en fait, ça a été progressif parce que j'ai repris contact avec ma sœur et donc je l'avais régulièrement au téléphone. Donc je pense que ça a été comme un fil qui me relie au monde extérieur. À l'automne 2007, dans mon entreprise, on m'a proposé une mission de travail de 2 jours à l'étranger. Ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est vrai que je pense que ça a été pour moi une sorte de mise en confiance dans mon travail, du moins. Et ma sœur, en fait, m'a soutenue dans la démarche en me disant d'aller jusqu'au bout, de ne pas craquer. Mais je devais lui en parler auparavant. Et ça, je savais que ça allait être difficile parce que je me doutais très bien qu'il n'allait pas accepter l'idée. Et je m'en suis rendue malade. Donc, je lui en ai parlé une fois à un déjeuner et ça a été immédiat, sans équivoque. Donc, c'est terminé entre nous. Voilà. Et donc, ça, c'était 1 mois avant que je parte. Bon, on a continué à être ensemble. Mais là, à ce moment-là, j'étais vraiment, on va dire, un zombie, parce que j'étais au bout du rouleau quand même. Et le matin même où je suis partie, il m'a redit à nouveau, voilà, c'est terminé entre nous. Et j'ai essayé de lui envoyer des SMS toute la journée, donc il ne m'a pas répondu. Ensuite, j'ai arrêté de lui envoyer des SMS, parce que je suis arrivée là-bas à l'étranger pour mon travail. Il fallait quand même que j'assure le travail. Le lendemain, j'avais un séminaire, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait de mon mieux pour être au travail. Ensuite, je suis rentrée, arrivée à l'aéroport. Je suis rentrée donc avec le taxi. Et comme à chaque fois, en fait, il vous laisse un temps de répit. Et ensuite, il vient vous chercher. Donc j'ai pris ma douche et j'ai bien senti que ça n'allait pas. Et là, il m'a pris par le bras, il m'a emmenée dans le salon. Il m'a flanqué une gifle qui m'a propulsée vers le mur. Et donc ça a continué, les violences ont commencé. Il m'a traité de salope, de pute, que je l'avais trompé avec mon directeur, parce que c'était ça son idée. Il avait une bière à la main, donc je pense qu'il avait dû pas mal ruminer avant que je rentre. Donc il devait être sous emprise un peu d'alcool, je pense, ce qui n'arrangeait pas, puisque déjà au naturel, il était violent. Et ensuite, il s'est calmé parce que j'ai commencé à appeler la police. Et finalement, il s'est calmé. J'ai pensé que là, ça allait s'arrêter. Et en fait, ça a recommencé. Et là, il a voulu en fait me prendre mon téléphone portable. Il m'a mis à terre, il m'a tiré les cheveux en arrière
et pour me maîtriser. Et moi, j'ai crié tout ce que j'ai pu, je pleurais. Je pense que là, j'allais mourir, en fait, à ce moment-là. Donc, il a réussi à me prendre le portable et à le jeter par la fenêtre de notre appartement. Donc là, j'ai pensé que c'était terminé pour moi, parce que je n'avais plus aucun moyen de contact avec l'extérieur. Il a fermé la porte à clé et à la suite de ça, les policiers sont arrivés. Bon, lui, il vociférait par la fenêtre auprès des policiers. Il ne voulait pas me laisser partir. Ça a duré un petit moment et puis finalement, j'ai réussi à ouvrir la porte, à partir, parce qu'il a eu un moment de... je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. En tout cas, j'ai pu ouvrir la porte et puis j'ai rejoint la police. Et là, eux, ils se sont préparés à aller l'intercepter. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en ligne avec ma sœur parce que c'était quand même la grosse catastrophe. C'était cauchemardesque, quoi. Et je ne savais pas qu'on pouvait vivre ça. Et donc, la police est intervenue. Ils l'ont maîtrisé, mais lui, il s'est débattu. Il a frappé un policier. Et là, bon, il criait des tas de trucs. Au début, il dit « je t'aime comme un fou ». Voilà, et ensuite, pourquoi tu as fait ça voilà. Et donc là-dessus, il est mis en garde à vue. Alors, votre sœur vous a décidé à porter plainte. C'était le 29 novembre 2007. Vous nous raconterez ce que cette plainte a changé un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on va saluer Frédéric, notre psychothérapeute de couple qui doit être évidemment ému et bouleversé par votre récit. Oui, totalement bouleversé. Oui, et ça illustre dramatiquement d'ailleurs ce qu'est la violence conjugale. Hein, cette violence verbale, physique, psychologique, qui est faite d'une volonté de contrôler l'autre, de prendre le pouvoir sur l'autre. Vous l'avez très bien expliqué, hein, par la domination psychique, l'isolement, une insensibilité à l'autre, une jalousie pathologique, et ça passe par humilier, ridiculiser, menacer et installer la victime dans un état de tension et de peur permanente, dans une forme de soumission, hein, vous l'avez très bien expliqué aussi, de soumission qui s'explique. Je veux dire, ce ne sont pas forcément des femmes fragiles, il y a des femmes fortes aussi qui peuvent subir cette violence, dans le sens où la soumission s'installe parce qu'à un moment donné, il y a des mécanismes neurobiologiques et psychologiques qui se mettent en place, qui s'expliquent par la volonté d'éviter la souffrance et d'apaiser la souffrance. Donc la solution, c'est la soumission. C'est difficile à comprendre de l'extérieur. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi ces femmes restent. Et elles restent parce que c'est compliqué de sortir de l'emprise psychologique. Parce qu'il s'agit d'une emprise psychologique. Et une emprise, c'est un processus qui s'installe sur le temps. Et c'est difficile de se libérer d'une emprise psychologique. Ça passe par des disqualifications verbales, non verbales, par des attaques. C'est une forme de harcèlement moral, ça se transforme en harcèlement moral, et ce harcèlement moral va faire que la victime va perdre son jugement. Elle va perdre totalement confiance en elle, il y a un effondrement de l'estime de soi, une perte de confiance en soi, et l'esprit devient totalement embrouillé. Tellement embrouillé que je finis par perdre mon discernement et mon jugement, et à me responsabiliser aussi de cette violence. Tout un processus qui fait que, me responsabilisant de cette violence, j'ai honte. Et du coup, je reste dans l'isolement, dans le silence. Et ça devient de plus en plus difficile avec le temps de prendre la décision de partir et de sortir de cette situation. Est-ce qu'il y a des profils psychologiques de femmes qui subissent des violences ? Il n'y a pas de profil psychologique. Toutes les femmes peuvent à un moment donné subir ces violences-là. Pas forcément d'hétéro, de manque de confiance en soi Non, simplement, à un moment donné, il y a une fragilité, comme l'a très bien expliqué Laurence. Elle était dans un moment où elle pouvait douter d'elle-même, être dans une fragilité, se chercher, qui va faire qu'il y a d'abord de l'amour. Donc c'est compliqué de sortir de ça, parce qu'effectivement on aime, donc du coup on
va avoir tendance à excuser l'autre dans les premiers temps et puis du coup à accepter des choses qui ne sont pas acceptables et à subir cette emprise. Mais ce ne sont pas forcément des femmes forcément fragiles. Il faut sortir aussi de tous les clichés. C'est bien qu'on fasse cette émission pour sortir de toutes les idées reçues sur la violence conjugale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme idée reçue ? Les idées reçues, c'en est une. C'est-à-dire que si une femme travaille et qu'elle subit ça, c'est parce qu'elle le veut bien. Non, il y a une emprise psychologique ou aussi des idées reçues sur le fait que la violence conjugale n'est que dans les milieux défavorisés, que ça ne concerne que les alcooliques et les gens culturellement défavorisés. Non. Et c'est important de lutter contre toutes ces idées et sur le fait aussi que la violence conjugale, elle est subie essentiellement par les femmes et c'est une violence qui nous vient de la société patriarcale avec tous les stéréotypes sexistes de domination de l'homme sur la femme. Alors donc ça a un impact. S'il n'y a pas des profils types de femmes qui subissent ces violences, est-ce qu'il y a des profils types d'hommes qui assènent ces violences ? Oui. Alors, il y a cette violence sexiste, donc, qui est une dimension sociologique de la violence conjugale. Il y a une dimension plus psychologique. Et tous les hommes violents sont des hommes avec des failles dans l'ego, des fragilités psychiques. Et il y a 3 profils d'hommes violents, essentiellement. Il y a les hommes immatures. Donc ce sont des hommes dont la construction du psychisme n'est pas aboutie et qui vont avoir tendance dans toutes les situations à responsabiliser l'autre de tous mes maux. C'est de sa faute, c'est elle qui a commencé, c'est elle qui m'a poussé à bout. Il y a des personnalités plus égocentriques où là il y a une insensibilité à l'autre, c'est un peu le profil de l'homme que vous avez rencontré. Donc là je veux faire l'autre à mon image, l'autre n'existe plus, il est un objet que je façonne à mon désir, au gré de ma volonté. Et puis, il y a les personnalités réellement pathologiques qui sont là les plus difficiles à soigner. Les plus faciles à soigner sont les hommes immatures, mais les plus compliqués, c'est les personnalités pathologiques. Et là, on retrouve les personnalités paranoïaques, des mégalomanes, des pervers narcissiques et des psychopathes. Donc, voilà, ça, c'est le tableau de l'homme violent. Linda, bonjour. Linda, vous avez divorcé le 13 octobre 2010 du père de vos enfants. Quelle rencontre avez-vous faite par la suite ? Alors, lors d'une soirée entre amis, donc en fait, nous sommes sortis et j'ai croisé en fait sur mon chemin un ami d'enfance, enfin une personne qui vivait dans le même village que moi. Et voilà, donc on a commencé à rediscuter un peu, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et mon couple étant déjà un petit peu fragile, voilà, j'avais ressenti quelque chose par rapport à cet homme. Il était cultivé, il était drôle, il me faisait rire et puis surtout on avait le même parcours familial. Donc j'avais l'impression que c'était un homme qui allait pouvoir plus me comprendre qu'un autre. Donc vous avez débuté une histoire avec lui ? Après, donc, on a débuté voilà, une histoire ensemble. Donc au départ, on va dire un peu comme tout le monde, je pense, tout se passe très bien. Donc c'est un homme aux petits soins qui va nous offrir des présents, et voilà, enfin, surtout avec lui, c'était je te comprends, on a vraiment la même histoire, personne ne te comprendra autant que moi. Donc voilà, et puis... Au fil des mois, donc... les premiers signes apparaissent. Comment ça s'est Alors, exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que lors d'une soirée, encore, entre amis, donc, où il n'était pas convié, il m'appelle pour me demander où je suis, donc je lui explique, etc. Et je sentais lui aussi qu'il était agacé. Il a dit, je viens te chercher. Donc j'ai accepté, je suis descendue, donc il était venu me chercher en voiture. Je suis montée dans son véhicule, on est parti devant l'appartement de mes amis. Et là, une dispute a éclaté par rapport à cet état de fait. Et la première violence a commencé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il m'a pris les cheveux et j'ai pris le montant de la porte une bonne vingtaine de fois. Et lui, tout en hurlant, je vais te tuer. Par la suite, donc, il m'a acheté de la voiture. Lui est parti. Et moi, en fait, je me suis retrouvée seule, avec ça, dans le noir, très loin, puisqu'il m'avait emmenée loin, à marcher, en déambulant, vraiment.
en me disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup cogité sur le trajet. Et par la suite, il est revenu en me disant allez, vas-y, viens, monte. Donc moi, j'avais déjà marché quelque temps et j'ai accepté de monter dans la voiture. Il s'est excusé? Pas du tout. Pas du tout. Et mon premier ressenti, comme toi, par rapport à ça, c'est c'est de ma faute, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de monter dans la voiture. Enfin, avec du recul, je peux l'expliquer comme ça, oui. Et puis d'autres violences sont arrivées rapidement. Vous avez emménagé ensemble. On a emménagé ensemble, oui. Et puis, les violences étaient de plus en plus violentes. Oui, et donc par la suite, donc il y avait beaucoup de manipulation par rapport au fait que dans ma situation familiale, j'étais seule. Donc pas de parents, pas de soutien, puisque je suis une enfant issue de la DAS, comme lui, il l'était. Et c'est vrai que mon soutien familial n'était pas là, malheureusement. Donc c'est vrai que ça m'isolait, je pense, encore 2 fois plus dans cet enfermement, dans cette manipulation, dans cette emprise qu'il avait sur moi. Et donc je le croyais. Comme toi, t'es une pute, une salope, vous êtes toutes les mêmes. Et puis après, les violences, c'était pire. Donc c'était souvent tentative d'étranglement, avec un jeté au sol, tiré par les cheveux sur toute la longueur, et puis des coups de pied assassins. Donc j'ai essayé une première fois de me défendre, et je me suis aperçue qu'en me défendant, sa violence augmentait. Donc ma seule solution là-dedans était de me protéger, et de prier le Seigneur et d'attendre que ça se termine. Vous travailliez à ce moment-là? Oui. Vous deviez avoir des marques sur le corps quand vous arriviez au travail? Oui, vous, et surtout vous posiez que... des questions? Oui, et puis surtout que des tas de bêtises, comme un bon nombre, je pense. Je me suis cognée, j'ai pris une porte, je suis tombée. Et le paradoxe là-dedans, c'est que je travaillais quand même dans le secteur du médico-social, donc éducatrice. Donc c'est vrai que voilà, par rapport à de bon nombre de pathologies, avec, on est là pour observer, voir certains comportements, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme projet. Mais pour soi, quand on vit ça, on est incapable de le faire. Et vous ne vous êtes pas laissé aller à des confidences? Des confidences, si. Alors en fait, j'en ai parlé à la psychologue de mon travail, qui était ma collègue, qui m'a dit, elle, cette phrase, qui tape une fois tapera toujours. Et je lui disais, non, écoute, c'est pas possible, il n'est pas comme ça au fond, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. S'ils discutent, qu'on discute, qu'ils se prennent en charge, quoi, on va peut-être pouvoir sauver cette histoire au final. En espérant qu'il change. En bonne éducatrice et quelque part infirmière, que vous alliez le faire changer. Oui, c'est vrai que je l'ai fortement pensé. Porté plainte à un moment donné? J'avais peur de le perdre. J'avais peur de le perdre et j'avais peur de me confronter à la justice. J'avais quand même une vie, on va dire, ordinaire. Donc maman, travail, certes, qui allait divorcer, mais je veux dire une vie comme monsieur et madame tout le monde. Et le fait de me confronter à la justice, à la police, et puis d'aller dénoncer ça, ça me faisait terriblement peur. Et j'en avais pas la capacité physique et morale. Donc je préférais ne rien dire que plutôt assumer tout ça. Bon, la violence a été telle que vous avez fini par le quitter. Après quoi? Après un excès de trop? Un excès de trop, et puis oui, enfin, j'ai eu très peur, donc il a bien fallu que je trouve un moyen aussi pour me réfugier. Donc, toujours la même chose, je me répète un peu, mais n'ayant vraiment pas d'entourage, j'ai décidé de moi-même d'appeler l'hôpital psychiatrique, enfin, de par mon médecin traitant, et d'aller me réfugier là-bas pour 1 mois. Parce que là-bas, je me sentais sécurisée. J'avais l'écoute qu'il me fallait, donc parce qu'il y a des professionnels compétents, le moment de repos, le moment de reconstruction où on se recentre et puis on se dit voilà, on est là pour soi, je ne crains plus rien et j'essaye de voir d'autres projets. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pris conscience que vous n'étiez peut-être pas responsable de ces violences? Pas complètement. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ce mois? J'ai déménagé, j'ai décidé de déménager et de redémarrer autre chose, de me rapprocher de mon lieu de travail et de redémarrer une autre vie. Il est revenu? Oui, et c'est reparti. Vous avez craqué? Oui. Les coups ont repris combien de temps après? Très peu de temps, 3-4 mois. Et ça allait crescendo. Crescendo, je me suis fait très peur, oui, j'ai eu très mal. Donc là, il y a eu un déclic qui vous a fait réagir? Oui, par la suite.
Oui, c'est que en fait, Par la suite, c'est-à-dire, vous avez tenu combien de temps? combien de temps après mon emménagement? Bah, quand même assez longtemps, hein, on va dire presque un an. Presque un an. Et après, il y a eu un dernier coup, on va dire, de trop qui m'a fait prendre conscience parce que, en fait, donc il est venu chez moi, pareil, on s'est encore disputé. J'avais ma fille qui était à la sieste en haut, donc je lui ai demandé de quitter mon domicile, il n'a pas voulu. Donc on a commencé à se pousser. Et bien sûr, bah, je suis tombée, je me suis fait mal, la petite a pleuré. Donc j'ai accouru en haut pour sauver ma fille. Et lui m'a suivie en fait dans les escaliers. Et je l'ai poussé une première fois, il est tombé, il a dévalé tous les escaliers. Alors là, il était un autre homme, un monstre. Il est venu à une vitesse phénoménale sur nous. Et j'ai juste eu le temps en fait, de protéger ma fille avec ma tête pour prendre les coups à la place de ma fille. Et c'est de là que je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc c'était le 15 février 2012 et pour la première fois, vous avez donc brisé le silence en osant pousser la porte d'un commissariat. Vous nous raconterez tout à l'heure où vous en êtes aujourd'hui. Mais d'abord, on va saluer Viviane. Viviane qui est en train de regarder le bout de ses chaussures en se disant « ça va être à moi ». Ça va aller? Ça va aller. Viviane, vous avez été mariée 2 fois et c'est de votre premier mari que vous êtes venue nous parler aujourd'hui. Comment l'avez-vous rencontré? J'ai rencontré cet homme, j'avais 16 ans. C'était le frère de ma copine et on est sortis ensemble et de là a commencé notre histoire. Qu'est-ce qui vous plaisait en lui? Il était charmant, il me plaisait, quoi. À quel moment la violence est-elle apparue au sein de votre couple? La violence est apparue très tôt. Pour une simple histoire de son anniversaire, il voulait une gourmette. J'avais pas les moyens, je travaillais en tant que stagiaire, donc je lui ai acheté un briquet parce qu'il fumait. Il a explosé le briquet au sol. Et suite à ça, j'ai pris ma première raclée. Mais j'ai pas compris à ce moment-là. Peut-être que j'étais trop jeune pour comprendre. Vous aviez quel âge? À peine 17 ans. Pas facile d'évoquer tout ça. Non, c'est pas facile. Vous prenez le temps qu'il faut, prenez votre respiration. Il s'est excusé à ce moment-là? Oui. Il s'est excusé. En disant que ça se reproduirait plus jamais? Que ça se reproduirait pas, qu'il m'aimait. Donc j'ai passé l'éponge, je lui ai pardonné. On a continué notre histoire. Peu de temps après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc on a décidé de se marier. Il est venu vivre chez ma mère, parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre un appartement. Donc on a vécu chez ma mère quelque temps. On s'est mariés le 12 avril 86. Ma fille est décédée, elle est née le 18 avril 86. Elle est décédée 12 heures après. Pardon, excusez-moi. D'une malformation? Pardon? Elle est décédée d'une malformation? Non, elle est décédée parce que j'ai fait ce qu'on appelle une prosidence du cordon. On était couchés et j'ai perdu les os. Moi, je croyais que j'avais fait pipi au lit, donc je me suis levée pour aller à la salle de bain. Et là, j'ai vu le cordon sorti entre les jambes, donc j'ai appelé ma mère. Elle a appelé les urgences. Ils sont venus, bien entendu. J'ai attendu 3/4 d'heure pour que les urgences arrivent. Quand les urgences sont arrivées, le docteur m'a examinée. Elle a tapé sur l'épaule du chauffeur en lui disant « Tu grilles tout, on perd la mère ou l'enfant ». Comment a-t-il réagi après la perte de cette petite fille? Est-ce qu'il vous a particulièrement entouré à ce moment-là? Quand je suis sortie de l'hôpital, à chaque fois qu'il me tapait dessus, c'était parce que j'avais tué ma fille. J'aurais jamais dû me lever du lit. Pour lui, pendant des années,
J'étais coupable. C'est-à-dire qu'il s'en est servi pour justifier sa violence. Oui, j'avais tué ma fille. Vous avez vécu 12 ans ensemble. À quelle fréquence subissiez-vous sa violence? Je n'ai jamais passé une semaine en 12 ans sans recevoir une raclée. C'était pour un café trop chaud, une chemise mal repassée, une de mes filles qui pleurait pour un rien, pour n'importe quoi. Vous les sentiez venir, les coups? Il y avait des signes annonciateurs? Son visage, c'était l'ange et le démon. J'ai plus souvent vu le démon que l'ange. C'était à la suite de verres d'alcool, Oui. Il était alcoolique. Dès le matin, s'il n'avait pas son alcool, il buvait des grandes bouteilles d'eau de Cologne. Vous avez eu 3 filles. Est-ce qu'à un moment, vous avez hésité d'avoir d'autres enfants avec lui? J'ai eu 4 filles avec lui, dont celle qui est décédée. J'ai 3 filles actuellement avec moi. Il faut dire que quand on vit dans ce genre de situation, même quand on dit non pour les relations, pour lui, c'est oui. C'est-à-dire que vous avez été victime de viol conjugal? Oui. Souvent? Après la naissance de ma 3e fille, donc pas la dernière, mais la 3e, je ne voulais plus avoir de rapport avec lui. Je les acceptais seulement après une raclée pour dire d'apaiser la situation et de le calmer. Sinon, je n'avais plus aucun rapport normal avec lui. Qu'est-ce qui vous a fait sortir finalement de votre silence au bout de 12 ans de ce traitement-là? Alors, un jour, j'ai ma fille, ma 3e donc, je l'ai grondée pour une bêtise qu'elle avait faite. Et elle m'a regardée et elle m'a dit quand papa va rentrer, je vais lui dire que tu m'as tapé et il va te taper. Ça se faisait devant les enfants? Oui. Oui. Il tapait ses enfants aussi? Oui. Oui, un soir, il est rentré, la télévision était en panne. J'avais les 2 grandes de chaque côté du canapé. Et il a demandé pourquoi la télévision n'était pas allumée, parce que d'habitude, elle regardait leur programme. Et je lui ai dit, la télé est en panne. Il a commencé à hurler que c'était à cause des filles qui étaient trop devant la télé. Il les a attrapées chacune par les cheveux. Il allait les... Et j'ai sauté, bien sûr, pour défendre mes filles. Il a fini à coups de chaussures de sécurité sur moi. Alors, avant d'écouter la suite des témoignages de nos invités, je vous propose de regarder ce reportage. À qui les femmes victimes de violences peuvent-elles s'adresser? Où peuvent-elles trouver refuge pour se reconstruire et retrouver goût à la vie? L'une de ces maisons d'accueil nous a ouvert ses portes. Reprendre une vie normale, c'est le titre de ce reportage. À Tournai, en Belgique. Il est 8h30 du matin. Comme chaque jour, Ariane fait la tournée de ses hébergés. Bonjour, Bonjour Ariane. ça va? Oui, ça va et toi? Bien. Et alors? Bien dormi le week-end, ça a été? Ouais, ça a été. Maintenant, je dors très bien. Ah, super. Depuis 15 ans, elle est la directrice de cette maison qui accueille des femmes victimes de violences conjugales pour la plupart. Qu'est-ce qui ouvre? Bonjour, ça va? Et alors, c'est lui qui ouvre la porte? Oui. Ça va? Le week-end, ça a été? Ça va, merci, oui, merci. Tu fais le petit clown, hein? Bah oui, c'est gai, hein? En ce moment, 8 femmes sont hébergées ici, avec leurs enfants, loin de leur mari violent. Après la visite aux résidentes, Ariane fait un point avec Réginald, l'éducateur de la maison. Et ça a été le week-end? Oui, ça a été. Dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça a été. Une assistante sociale et 2 éducateurs aident ces femmes à reprendre leur vie en main. Et ça commence par gérer seules leur budget. Ce sont des dames qui n'ont jamais eu, en tout cas à qui on n'a jamais donné la possibilité, tu parlais du budget, de disposer de leur argent. On parle dans la violence conjugale, on parle de violence économique.
La violence économique, c'est quoi? C'est ne pas permettre à son épouse d'aller travailler, ou si elle travaille, de ne pas disposer de son argent. Notre but final, c'est de permettre aux dames d'être autonomes. Ariane sait que la parole de ces femmes se libère souvent autour d'un café. Ce matin, 2 d'entre elles sont encore au sein de la maison et ont besoin de parler. Quand on arrive ici, c'est toujours difficile. Au début, oui. Après, petit à petit, au fur et à mesure, ça va mieux. Hein. Aussi au début, tu as eu du mal. Hein. Oui, c'était très dur au début. Et les petits aussi, ils ont eu du mal au début. Moi, j'ai trouvé la famille que j'ai perdue, quoi. On se parle, on boit le café ensemble, tout. Franchement, moi, je me suis habitué. Je ne sais pas parce que je suis la plus ancienne. On sent plus, c'est bon, comme si on était chez nous, quoi. Franchement, avec le temps, on s'habitue, on a nos repères, on a tout. Ici, les femmes ont le temps de se reconstruire. Elles peuvent rester jusqu'à 18 mois. C'est vrai, mes blessures, ils ne sont pas tout à fait guéris. Mais cette maison, c'est comme si c'était du médicament pour guérir mes blessures. J'ai jamais connu une meilleure vie comme pendant les 2-3 semaines ici. Ici, je suis respecté, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Et surtout, j'ai repris le moral. Et sinon, j'étais tout perdu. Avant que je rentre ici, j'étais perdu d'ailleurs. C'est vrai que tu as vécu des choses très difficiles. Hein. Grâce à vous, je suis maintenant bien. Il faut du temps. Du temps, c'est ce qui a permis à Sonia d'entamer sa reconstruction. Elle est arrivée dans cette maison il y a 5 mois avec ses 3 enfants et seulement quelques affaires. Après des années de violence, elle était à bout. Aujourd'hui, elle accepte de nous raconter son histoire. Ça a commencé avec de la violence morale, je dirais psychologique, et puis ça passait à de la violence physique. C'était des coups au niveau du visage, des coups de pied, c'était violent, quoi. Et les coups qu'il m'a donnés, c'était devant mes enfants, et c'était devant mes enfants, ouais. Après un énième passage à tabac, elle décide de s'enfuir. Ce jour-là, il m'a frappé, toujours devant mes enfants. Et j'ai essayé de m'enfuir de la maison. Il m'a attrapé encore dehors et ça a continué dehors. Et puis, il est monté comme si rien n'était. J'arrivais même pas à crier, j'avais pas de voix. Et à ce moment-là, je me disais, il faut que ça s'arrête. Ça ne devrait pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je suis désolé. Quand je me rappelle comment je suis arrivé ici et maintenant, c'est que quand je respire l'air, je me sens vraiment libéré de plein d'obstacles dans ma vie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de courage en moi, de volonté aussi. Ici, on a des rêves, on a plein de choses à faire pour les enfants, pour nous. On commence tout à zéro et ça, c'est vraiment bien. Depuis son ouverture en 1996, cette maison d'accueil a permis à 330 femmes d'échapper à la violence de leur conjoint. Olivia, bonjour. Bonjour, Sophie. Vous êtes journaliste et présidente de l'association Parole de Femmes. Une réaction à ce reportage? Pas qu'à ce reportage, au témoignage qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que je suis entre mon rôle de présidente d'association et puis tout ce que je viens d'entendre, ça me touche parce que je suis une ancienne victime et que même si les années ont passé, plus de 20 ans, on garde toujours ça en nous, une fragilité, une blessure et j'arrive pas à comprendre comment, en 2014, des hommes osent faire ça à des femmes. Comment vous est venue l'idée de monter cette association? En fait, je crois que j'ai totalement occulté des violences que j'avais subies. Et du coup, voilà, j'étais journaliste, je travaillais par rapport aux droits des femmes, donc j'écrivais des papiers. Et puis, on m'a proposé de faire un livre qui était, ça s'appelait « Deux femmes en colère », où une autre jeune femme et moi, on parlait de nos parcours et où on parlait de nos traditions, puisque l'une était juive, l'autre musulmane. Et on racontait un peu notre histoire, comment on s'était émancipés, etc.
Et puis... Vous évoquiez les violences que vous aviez subies dans ce livre? Non, j'en parlais pas. J'en parlais pas. Et je crois que je ne voulais pas m'en souvenir. Et puis, en fait, je recevais beaucoup de témoignages de femmes qui me demandaient de les aider. Et bon, Kenza ne voulait pas créer d'association, mais moi, j'ai ressenti le besoin de le faire. Bon. Et je ne savais pas vraiment ce qui m'avait guidée à le faire. Et puis, donc, j'ai créé cette association. Beaucoup de femmes sont venues me voir pour différents sujets. Et un jour, j'ai eu une discussion avec Sandrine Bonner, à qui je demandais d'être marraine de l'association. Et puis, au cours de cette discussion, elle me dit « Mais tu sais, il y a toujours une raison. On ne crée pas une association comme ça. » Et je crois que c'est vraiment lors de cette discussion que Sandrine m'a fait comprendre pourquoi j'avais créé cette association. Vous aviez occulté, oublié? C'était quoi, une amnésie? Totalement. En fait, quelle était votre histoire? Qu'est-ce que vous aviez vécu? Mon histoire, elle est la même que toutes ces femmes, sauf que les violences ont duré moins longtemps. J'avais 20 ans, j'ai rencontré ce garçon, je suis tombée amoureuse. Parce qu'on oublie, même si on est des femmes fortes, parce qu'on est des femmes fortes, on se croit capable de tout supporter, de tout faire, etc. Quand on tombe amoureuse, on devient des nouilles, voilà, des andouilles. On est prête à tout subir, tout supporter par amour. Et on se croit très forte et on se dit on va tenir le coup, ça va s'arranger, on va réussir à le changer. Parce qu'on a toujours cet espoir, on va réussir à le changer. Mais quelqu'un qui commence à frapper une femme, il ne change pas. Et ça, je crois que c'est le message que j'ai envie de faire aux femmes qui nous écoutent. À la première baffe, il faut partir. Il ne faut pas attendre la deuxième, il ne faut pas attendre le coup de poing, il ne faut pas attendre la mort. Voilà. Ça a duré combien de temps pour vous? Pour moi, ça a duré 3 ans. Pareil, une année idyllique, comme tous les débuts d'histoire d'amour. Et puis après, les violences s'installent. Mais ça n'arrive jamais d'un coup. C'est-à-dire que c'est toujours violence psychologique, violence verbale. Vous devenez plus fragile. Et puis, à ce moment-là, cet homme commence à vous le maltraiter petit à petit, jusqu'à arriver à des gestes terribles. Et qu'est-ce qui vous a fait partir? Un autre homme. Et je crois que s'il n'y avait pas eu cet homme-là, je n'aurais jamais réussi à partir. Quel genre de femmes croisez-vous au sein Alors justement, de on cette parlait des association? préjugés par rapport au profil des femmes qui subissent des violences. Il y a toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes précaires, il y a des chefs d'entreprise, il y a des avocates qui ne vont pas aller porter plainte, il y a des artistes, il y a toutes sortes de femmes. Même les avocates n'osent pas porter plainte. Non. Et les femmes qui ont les moyens de leur liberté, on a savez, du mal à comprendre. Moi, je n'ai pas porté plainte parce que, en fait, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie que le reste du monde, le reste de nos relations soit mis au courant. Moi, j'en ai pas parlé à mes parents tout de suite. C'est plusieurs années plus tard que je leur en ai parlé. Donc, on n'a pas envie que les gens proches de nous ou les gens avec qui on travaille soient au courant de notre situation parce qu'on se sent un peu minable quand même. On se dit, on n'est quand même pas foutu de partir. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi cette culpabilité. C'est-à-dire qu'on se dit, ça doit venir de nous. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. C'est pas possible pour avoir ce genre de rapport avec un homme. Et je crois qu'on est toutes, chefs d'entreprise, femmes précaires, faisant n'importe quelle profession. Je crois qu'on est toutes un peu dans la même situation. Et puis, on est paradoxal. L'amour nous guide quand même. Justement, vous avez pu à nouveau vous abandonner à une relation amoureuse, faire confiance, vous laisser aller? C'était dur. La relation qui a suivi, je crois que ça a été un peu les pots cassés de la première relation. Mais oui, ça a été très, très difficile. Et puis, un jour, il a élevé la voix. Et à ce moment-là, j'ai mis mes mains comme ça devant moi pour me protéger. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas lever la main sur toi. Mais c'était une réaction instinctive, l'instinct. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui? Il y a 2 messages. Le premier, c'est aux femmes qui nous écoutent et qui sont victimes de violences. Il faut qu'elles partent. Il faut qu'elles partent, même si elles n'ont pas envie d'aller porter plainte tout de suite. Il faut peut-être aussi que le temps fasse son travail, mais qu'elles partent. Parce qu'un homme violent, on ne sait pas comment ça peut finir. Donc il faut vraiment qu'elles partent, qu'elles se protègent et qu'elles protègent leurs enfants. Qu'elles se rappellent quand elles étaient petites filles, à quoi elles aspiraient, à quoi elles rêvaient comme histoire d'amour. Et qu'elles pensent à tout ça et qu'elles s'en aillent. Et la deuxième chose, c'est pour la jeune génération. Je crois qu'il faut qu'on ait un rôle, nous en tant que maman, moi j'ai 2 filles, on a un rôle d'éduquer nos enfants en leur disant jamais il ne faut qu'un homme te fasse ça, jamais. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. C'est pour ça qu'avec Paroles de Femmes, on allait dans les écoles, rencontrer les collégiens, parce qu'il faut parler à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles, pour leur dire il ne faut pas arriver à ce geste-là. Le dialogue permet tout,
permet de tout résoudre. Mais dès qu'il y a un coup qui est donné, il faut partir. C'est par la parole que toutes ces femmes sont sorties de l'emprise de leur bourreau. Alors comment ont-elles réussi à surmonter leur traumatisme et à reprendre leur vie en main? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Quand vous étiez enfant, l'un de vos parents ou de vos proches était incarcéré. La prison a donc marqué votre enfance. Vous êtes ce qu'on appelle un bébé parloir, vous avez été conçu en prison. Alors que votre mère était incarcérée, vous êtes né en prison et vous y avez passé vos premières années. Vos deux parents étant incarcérés, vous avez été élevé par un membre de votre famille. Votre enfance a été rythmée par les visites au parloir, vous alliez voir très régulièrement votre père, votre mère ou l'un de vos frères et sœurs en prison. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Dès son plus jeune âge, Agnès avait dû s'occuper de ses 6 frères et sœurs. Je me débrouillais toute seule. Maman me marquait sur un papier ce que je devais faire et j'assumais. Je ne me souviens pas d'avoir été petite. Non. Parce que j'ai toujours pensé qu'aux autres. Tout à l'heure, dans l'histoire continue, c'est une femme beaucoup plus apaisée que nous retrouverons. Maintenant, je prends un peu du temps pour moi. La vie commence à 60 ans. Votre conjoint a décidé de mettre un terme à votre relation pendant votre grossesse. Vous êtes actuellement enceinte et votre conjoint vient de vous quitter. Quand il a appris que vous étiez enceinte, votre compagnon a décidé de rompre. Vous avez décidé d'interrompre votre grossesse. Le futur père de votre enfant vous a quitté pendant la grossesse, mais aujourd'hui, vous êtes à nouveau ensemble. Par peur de devenir père, vous avez décidé de rompre avec votre compagne. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. En primaire, c'était basket, training, casquette. Dans la cour de récréation, j'étais tout le temps avec les garçons. Je jouais au foot tout le temps. Un jour, j'ai mis un pull rose. J'ai traversé la cour de récréation avec un pull rose. J'avais déjà les cheveux courts et je me suis fait traiter de pédé. D'un côté, il y a les garçons, de l'autre côté, il y a les filles. Aller vers les garçons, ils sont tous ensemble, occupés de faire le petit coup, on n'est pas trop acceptés. Et puis, de l'autre côté, il y a les filles et vous ne répondez pas à la norme. Un jour, il y a un petit garçon qui a dit à sa maman « Hé, regarde maman, c'est un enfant qui conduit la voiture !» Ne vous arrêtez pas au physique. À l'intérieur, il y a une personne, il y a quelqu'un, il y a une beauté. Oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qui est vraiment notre invité? Vous le saurez bientôt dans Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Seulement 20% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte. Et c'est pour toutes celles qui souffrent en silence que nous faisons cette émission aujourd'hui. On va avancer maintenant avec notre deuxième partie, Plus jamais ça. Laurence, le 29 novembre 2007, vous avez déposé plainte contre votre compagnon, enfin. Quel contact avez-vous gardé avec lui en attendant le procès ? Alors, en fait, la plainte, déjà au départ, je ne voulais pas la faire. C'est ma sœur, en fait, qui a insisté le jour même. Parce que la première chose que j'ai dite, c'est « mais qu'est-ce qui va lui arriver à son travail ?» Je n'ai pas pensé à moi. Donc, pour dire qu'en fait, la plainte, ce n'est pas un effet immédiat dans son schéma de reconstruction. Et donc, je ne l'ai pas vu pendant un mois. Ensuite, il a souhaité me revoir. Donc j'étais quand même... comme j'avais vécu un mois sans lui... Vous étiez où pendant ce mois-là ? En fait, je suis partie 15 jours dans ma famille, dans le sud. Et ensuite, je suis revenue chez une collègue qui a proposé de m'héberger. Je suis restée chez elle pendant 3 mois. Et, puisque je ne pouvais plus rester dans l'appartement. Et donc, j'ai commencé à retravailler parce que je ne voulais pas... pas en rester là, enfin j'avais besoin de continuer à travailler. Mais j'avais eu des messages de lui, moi je répondais pas en fait, j'avais décidé de pas répondre, mais voilà,
Ensuite, bon, je suis revenue à Paris, donc je travaillais. Donc j'étais toute seule. Je n'avais pas de suivi. Je n'étais pas allée voir un psychiatre. Qu'est-ce qu'il vous disait, lui, dans ses messages? Il essayait de rester en contact avec moi. En fait, c'était des messages gentils. Vous avez fini par craquer et par accepter de le revoir? Oui. Et j'ai fini par le revoir plusieurs fois. J'ai même eu des rapports avec lui. Donc vous avez recraqué? Ah oui. Mais parce que aussi, il faut bien dire qu'ils sont assez forts pour vous ramener à eux. Et puis aussi, alors il a joué sur le côté, un côté qui me concernait, c'est-à-dire comme moi j'avais déjà pris des médicaments auparavant, il m'a téléphoné une fois pour me parler de ça, pour me demander des conseils par rapport à ça. Donc ça m'a interpellée, je me suis dit tiens, peut-être il veut se soigner. Donc c'est vrai que ça m'a touchée en fait. Voilà, il a su comment très fort trouver un nouveau chemin vers moi. Et moi, je suis tombée dans le panneau. Et je me souviens. Il a reproduit ces violences? Il a recommencé? Non, pas violence physique. Mais il était là. Donc, il était là, quoi. Il voulait pas démordre, en fait, lui. Et je me souviens, je suis quand même allée voir une fois le planning familial parce que je ne savais pas trop où aller. J'étais paumée. Je me sentais seule, j'avais mal. Et la chose que j'ai dite à la personne qui m'a écoutée, je lui ai demandé si jamais il se soignait, est-ce que je pourrais revivre avec lui? Pour dire à quel point je n'étais pas encore détachée, je n'avais pas coupé le cordon. Alors, il a été jugé? Il y a eu un procès? Il a été condamné. À quelle peine? Alors, il a eu 2 ans sans me contacter. Une injonction de soins et 4 mois de prison avec sursis. Mais moi, je ne suis pas allée au tribunal parce que j'étais sous son emprise et on m'avait téléphoné pour me demander si je voulais un avocat. Et bon, moi, j'ai dit que je ne voulais pas faire ça. Si vous vouliez témoigner? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai dit non radicalement. Je sais que ma sœur m'avait dit de le faire, mais c'est-à-dire que vous reveniez en arrière, quoi. Oui, mais parce qu'il était là, en fait, derrière moi. Alors, comment vous avez réussi à vous en détacher de cet homme-là? Alors, en fait, avant la condamnation, j'ai eu un déclic. J'ai eu besoin de retrouver mon univers. Ça a été vraiment sans une intuition, parce que j'aime beaucoup la danse. Et je m'étais coupée de tout mon univers personnel avec lui. Et donc, je me suis dit, il faut que je redanse. Et j'ai trouvé une pratique qui m'a tout de suite parlé, en fait, parce que ça touchait au corps et à l'esprit. C'est une pratique corporelle qui implique le lâcher-prise. Et donc, je pense que ça m'a permis de me reconnecter vraiment à mon corps, déjà, et aussi à mon mental, mon esprit. Ça a été progressif, c'était pas immédiat, mais j'ai retrouvé une forme de joie quand même. Je pense que ça a participé. Moi, ensuite, il y a eu aussi des livres, mais bon, ça, c'était quand même le premier. Mais si vous voulez, la condamnation, par exemple, c'est lui qui me l'a appris au téléphone. Et je l'ai revu même après la condamnation. Alors qu'il n'avait pas le droit de vous voir pendant 2 ans. Vous avez continué à le voir pendant ces 2 ans? Non, pendant quelques mois, en fait, jusqu'au mois d'août. Mais et après, c'est vous qui avez décidé de ne plus le voir? Oui, parce que je pense que à travers la danse, j'ai fait une formation sur cette danse également, pour moi. Je pense qu'il y a eu un processus de détachement qui s'est opéré. Et je ne le voyais plus de la même façon, en fait. Il y a un moment où vous avez dit non? Oui. Il a demandé à vous voir, vous avez dit non? Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? C'était pas encore totalement un non franc et définitif, mais c'était quand même déjà un acte. Voilà. Donc là, je suis passée à une autre étape. Quel conseil peut-on donner à Laurence? On entend qu'elle s'est libérée de cet homme-là, mais quand même, quel dégât cela a fait, et elle a du mal à s'abandonner à nouveau à une vie amoureuse. C'est normal, ça fait de gros dégâts sur l'image qu'on a de soi et l'estime de soi. Vous le disiez très justement, il faut se reconnecter à soi-même.
Alors ça passe par vous, c'est passé par la danse, ça peut passer par d'autres activités personnelles. Vous avez déjà écouté Frédéric ou quoi? Parce que c'est vraiment des conseils qu'il donne habituellement. C'est très important, très important de se retrouver soi et se refaire confiance dans ses capacités professionnelles, ses capacités cognitives, ses capacités d'analyse, parce qu'on perd tout ça. Sous emprise, on perd la confiance dans ses capacités d'analyse. Donc, restaurer, se faire aider si on n'arrive pas à sortir d'un certain nombre de troubles, parce qu'il faut dire que ça déclenche des pathologies aussi d'anxiété, de troubles somatiques. Et voilà, et donc ça peut être important de se faire aider. Les groupes de parole aussi de femmes sont très importants. C'est ce que j'ai fait depuis le mois de juillet. Ben, c'est bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même très seul. On est seul face à soi-même. Et ce qui est difficile, c'est aussi le regard des autres. Ce que j'aimerais dire juste pour les gens qui entendent, pour l'entourage, c'est d'éviter de prononcer cette phrase, cette question « Pourquoi tu n'es pas partie ?» Parce que ça tue une deuxième fois. Ça blesse, ça culpabilise et qu'on n'arrive pas en plus à expliquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut, avec l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute ou d'un médecin, bien comprendre le processus d'emprise psychologique. Justement, pour pouvoir répondre à ce genre d'interpellation qui est très difficile à entendre, pour comprendre soi-même pourquoi on a pu être sous cette emprise et ne pas retomber dans l'emprise. Parce que si je sais repérer comment ça se passe, si j'ai compris la mécanique, je la repérerai dans une autre relation. Et à nouveau, je peux faire confiance à quelqu'un parce que je sais que je serai en capacité de me protéger à l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement de sortir de l'isolement. Et les groupes de parole de femmes sont importants parce que ça permet de se refaire confiance, oser parler, sortir de la honte, refaire confiance aussi à des aidants, qui permet de restaurer, parce que la relation en elle-même, le fait de relationner devient compliqué, parce qu'on s'est coupé de ses amis, on s'est coupé d'un environnement professionnel parfois, et donc de relationner à nouveau, ça permet de reprendre confiance en l'autre aussi, et de trouver des solutions personnalisées en fonction de chaque femme. Linda, vous avez mis 2 ans, vous, avant de porter plainte contre votre compagnon violent. Quand a eu lieu le procès ? En mai 2012. Il a été condamné à quoi? 900 € d'indemnité. C'est tout? Oui, c'est tout. Donc avec le recul, qu'est-ce que vous pensez? Alors, par contre, moi, j'ai assisté donc, au procès, donc je suis restée jusqu'au bout. Vous avez assisté et témoigné? J'ai assisté et témoigné, mais j'étais accompagnée de ma psychologue qui avait bloqué toute sa journée pour pouvoir rester avec moi, sachant que j'y allais seule. Et après, ma réaction face à ce que les juges ont décidé, c'est que j'ai été anéantie. On anéantit une personne, on a 900 € d'amende, point. Et de plus, une parole très blessante. La juge a argumenté en disant que oui, mais dans notre genre de situation familiale... On pouvait que nous deux entretenir une relation comme ça, on était déjà des écorchés vifs. Enfin, elle a déblatéré tout un... Comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Et ça, j'ai du mal à le dépasser. Vous avez gardé des séquelles psychologiques? Évidemment, sur l'estime de soi, la confiance, beaucoup l'estime de soi surtout. Je doute tout le temps, je me reconnais plus comme toi. Est-ce que vous avez réussi à faire confiance à un autre homme depuis? Oui. Depuis longtemps? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, donc parce que pour essayer de me sortir de là-dedans, donc j'ai recommencé à faire du sport, à essayer d'avoir d'autres contacts, d'autres liens amicaux, comme j'avais déménagé. Et puis après, je me suis dit, voilà, il y a des sites qui existent via Internet, il y a l'écran qui me protège, ça pourrait me permettre de me dire, t'es pas si bête, si moche, si tout ce qu'ils disaient de moi. Et ça m'a permis de commencer une relation, déjà dans un premier temps virtuel avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, je suis avec lui depuis 1 an maintenant. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Viviane, vous avez été battue par votre mari pendant 12 ans. Avant de décider enfin, vous aussi, de fuir le domicile familial. Comment vous avez réussi à organiser ce départ? J'ai organisé ce départ grâce à ma mère. D'ailleurs, je lui dis merci aujourd'hui. Je suis allée voir mon médecin et il m'a dit « Madame, vous avez 29 ans, vous avez la santé d'une femme de 60 ans. Partez, il va vous tuer. » Donc ma mère nous a acheté les billets de train.
Et avant de partir, je lui avais écrit une lettre, bien entendu. Je lui ai dit de ne pas chercher à me joindre, que je partais définitivement avec les filles, que j'en avais marre d'être son punching ball. Il n'y a pas cru. Comme tous les samedis, j'allais avec ma mère faire le marché avec les filles. Il a cru que j'étais avec ma mère, donc il a téléphoné à ma mère. Il lui a demandé où j'étais. Ma mère a fait celle qui ne savait pas. Et il lui a dit que j'avais laissé une lettre comme quoi je partais. Ma mère lui a dit, écoute, si elle t'a enfin quitté, c'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à pas la battre comme tu la battais. Il a juré qu'il ne m'avait jamais touchée. Ça a fait rire ma mère. Votre thérapie est passée par l'écriture. Que vous a apporté le récit de votre histoire? Bien, j'ai tout mis sur, comme on dit, noir sur blanc. Ça m'a servi de thérapie, bien entendu. Un exutoire. Et ça m'a libérée. Même si en écrivant, j'en ai versé des larmes, bien entendu. Mais ça m'a aidée à me soulager et à comprendre beaucoup de choses. Merci à toutes d'avoir eu le courage de briser aujourd'hui la loi du silence sur ce plateau. J'espère que votre témoignage servira à ouvrir les yeux à toutes celles qui vivent ces situations et leur donnera surtout la force de parler. Et puis n'oubliez pas, demain soir sur France 2, notre soirée spéciale sur le thème des violences conjugales, avec d'abord un téléfilm intitulé « C'est pas de l'amour » et puis après un débat. Nos invités ont franchi un grand pas en osant briser le silence. J'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur le plateau de l'Histoire continue avec peut-être de bonnes nouvelles à nous annoncer et un nouvel amour. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci à Frédéric, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'imagine qu'il faudra à mes invités un peu de temps avant de revenir sur notre plateau. Et c'est d'ailleurs souvent ce que nous disent nos invités. C'est le cas d'Ophélie et d'Agnès qui ont ressenti le besoin de prendre du recul par rapport à leur histoire. Et c'est seulement aujourd'hui qu'elles ont accepté de venir nous donner de leurs nouvelles. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être présentes dans ce nouveau rendez-vous de l'Histoire continue. Je vais commencer avec vous, Ophélie. Je vous avais reçu le 17 mai dernier dans une émission intitulée Par amour. Elles étaient prêtes à tout. Vous étiez alors en couple avec Grégory depuis 9 ans. Rappelez-nous jusqu'où vous êtes allée par amour pour lui. J'ai été jusqu'à passer sur le billard pour effectuer une abdominoplastie, donc opération qui consiste à retendre le ventre. Parce que vous aviez perdu quelques kilos, c'est ça? J'ai pris beaucoup de poids pour mes 2 grossesses. J'en ai reperdu tout autant. Et donc, ventre distendu, peau flasque. D'accord. À quel moment avez-vous réalisé que votre mari ne vous regardait plus comme avant? C'est lui qui... Enfin, déjà, je m'habillais en vêtements amples. Enfin, je ne me mettais pas du tout en valeur. Et au bout d'un moment, il a été honnête avec moi. Il m'a dit « Ton ventre ne me plaît plus, tu ne me plais plus, faut faire quelque chose. » Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que votre couple était en péril à ce moment-là? Oui. J'avais peur qu'il aille voir ailleurs, qu'il me laisse. Alors, avez-vous finalement réussi à donner une seconde chance à votre couple? La réponse, tout de suite, en images. J'ai compris qu'il y avait un malaise au sein de notre couple et qu'il fallait y remédier. Ophélie était en couple depuis 9 ans avec Grégory. Et 2 grossesses successives avaient transformé son corps. C'est lui qui me l'a fait remarquer. Comment? En soulevant mon t-shirt et en disant ton ventre, il n'est plus ce qu'il était, il n'est pas beau, il est distendu, plein de vergetures. Des changements qui avaient bouleversé leur vie intime. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est éloigné de vous? Oui. Physiquement? Physiquement, on n'avait quasiment plus de rapport intime. Il trouvait toujours une excuse, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Prête à tout par amour, Ophélie était décidée à faire tous les sacrifices pour sauver son mariage. J'ai été me renseigner sur des forums. Et là, l'abdominoplastie m'est venue. Donc, opération qui consiste à retendre le ventre et faire disparaître quasiment la totalité des vergetures. Avant, on a fait un 3e enfant. C'était le deal.
On faisait un 3e, je faisais l'abdominoplastie. Donc j'ai accouché de ma fille en avril et en janvier, je me suis opérée. Une opération désirée, mais malheureusement très douloureuse. À savoir que pendant 2 mois, j'ai pas pu m'occuper de mes enfants. Parce qu'on peut pas porter, on peut pas... Donc ils allaient chez nous, j'étais toute seule du matin au soir. Ça a été dur. Malgré la douleur physique et psychologique, c'est un mal pour un bien. Quelques mois après son passage sur notre plateau, nous sommes allés à la rencontre d'Ophélie. L'hiver. Aujourd'hui, elle est parfaitement rétablie et peut à nouveau profiter de ses 3 enfants. Antoine, Lina et Lola. Et qui? Ah, c'est ses copines. Christine. Ça m'a énormément manqué de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Pour moi, je n'étais plus maman, étant donné que je m'en occupais plus du tout. Aujourd'hui, je peux dorénavant m'occuper de mes enfants à 100%, courir, jouer avec eux, les emmener à la piscine, les porter, leur faire des câlins. T'en profites maintenant que je puisse te reporter. Ça t'a manqué? Maman aussi, tu m'as manqué. C'est un vrai bonheur de pouvoir me réoccuper d'eux et me font ressentir qu'eux aussi sont heureux. Et si Ophélie a retrouvé un équilibre, c'est aussi grâce à des séances de sport quotidiennes. Accompagnée de son amie Jennifer, elle fait tout pour resculpter son corps. Bah alors? J'en peux plus. Depuis l'opération, je fais régulièrement du sport. Ah bah oui, c'est sûr, t'en fais plus que moi. Mais bon, ça t'a motivé aussi. Et t'as perdu combien de kilos depuis? 23 en tout. Ouais, bah oui, tu vois. Bah ça se voit. Hein. T'as vu le ventre? Fais-moi voir. Ouais, bah oui, c'est bien plat maintenant. Hein. Bah oui. C'est bien tendu. Tu regrettes rien, du coup? T'es contente? Ah non, pas du tout. À 100%? À 100%. Même avec la douleur? Non, la douleur, ça s'oublie vite, hein, comme un accouchement. Oui, c'est sûr. Toi, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête. En plus, t'as vu, on croirait pas que j'ai eu 3 enfants. Ouais, c'est vrai. Il y en a d'autres qui doivent jalouser à mort. Hein. Ah oui, mais moi, je suis contente pour toi, ma grosse. Fière de sa nouvelle silhouette, Ophélie a même osé réaliser son rêve, faire des photos professionnelles. Coucou! Ça a été? Ouais, je suis crevée. Et aujourd'hui, elle est heureuse de faire découvrir à Grégory les tout premiers clichés. Je les ai reçus, regarde. Ah ouais, elles sont superbes. Elle est belle, hein? Ouais, elles sont jolies les photos, t'es beaucoup plus féminine. Ah, c'est grâce à toi si je suis arrivée là aujourd'hui. Tu m'aurais pas poussée à l'opération. Avec le corps que j'avais avant, jamais j'aurais fait ça. Tout ce que je fais, de toute façon, c'est pour toi, hein, tu le sais. Toi qui as toujours voulu avoir une femme féminine. Voilà, maintenant tu l'as. Là, je l'ai. Je suis fier de toi, de tout ce que t'as fait, quoi. Parce que c'est toi un peu qui a sauvé notre couple. C'est quand même une jolie preuve d'amour que tu m'as faite. Je suis fier de toi. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Grégory qui nous a rejoint, bonjour. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, vous confirmez? Je confirme. Que vous êtes fier d'elle? Je suis fier d'elle, de tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Qu'est-ce que vous pensez de son nouveau corps? Bah, elle est beaucoup plus féminine. C'est beaucoup plus beau, on va dire. Donc, elle vous aime. Ça vous l'a confirmé? Oui. Quelles ont été les réactions suite à la diffusion de l'émission? Pour ma part, positif, pas pour lui. Pour moi, moins positif. On va dire qu'il y a des collègues et puis des personnes de la famille qui n'ont pas accepté que je pousse un peu Ophélie à faire cette opération. Des personnes de votre famille? Ma mère. Ah, de votre famille à vous? Le fait de passer sur le billard. Et d'autres collègues qui ont dit que j'avais pas été super sympa. Est-ce que c'est pas anodin, cette opération? J'ai eu des complications post-opératoires qui ont fait que pendant 3 mois, je devais pas porter, rester allongée immobile. Et du coup, ma mère lui en a beaucoup voulu. Elle a eu très, très peur. Et vous? Moi aussi. Vous lui en avez voulu? Ah non, je lui en ai pas voulu, mais j'ai eu peur. En quoi vous vous sentez différente aujourd'hui? En faisant comme
comme des photos, jamais j'aurais fait ça avant. Vous avez pris confiance en vous? J'ai pris confiance en moi, oui. Et en votre corps? Et en mon corps. Pourquoi vous avez accepté de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? Pour montrer que ça va mieux, que ça a joué beaucoup sur notre couple. Parce que maintenant, c'est quand même mieux, beaucoup mieux. Plus complices, plus fusionnels qu'avant. Si c'était à refaire? Je le referais sans hésiter. Bon, vous souhaite d'être très heureux tous les deux. Merci d'être revenus. Agnès, nous avions fait votre connaissance le 8 février 2012 dans une émission intitulée « Aîné ou petit dernier, quelle est la meilleure place ?» Vous nous aviez raconté alors que vous étiez l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Quel rôle avez-vous joué auprès de vos frères et sœurs durant votre jeunesse? Eh ben, c'est moi qui ai remplacé la mère. Disons, comme la mienne, elle avait, à chaque retour de couche, elle avait un enfant. Et bon, comme j'étais l'aînée, finalement, je me suis occupée de tous mes frères et sœurs. Vous exerciez vos parents exerçaient quel métier? Mon papa était mineur et maman, elle travaillait dans les restaurants, elle faisait un peu de tout. Voilà. Est-ce que vous aviez conscience du poids, des responsabilités qui vous incombaient? Non, aucunement. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je ne me rendais pas compte, non. Finalement, je faisais ça machinalement. Non, pas du tout. Il y a 2 ans, c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Qu'est-ce que vous attendiez de notre émission? Eh bien, j'attendais que je ne comprenais pas certaines choses. Je ne comprenais pas que finalement, moi, ce que j'avais fait petite, eh bien, je continuais à le faire dans ma vie à moi. Et que finalement, je ne voulais pas tellement avoir la vie de ma mère, finalement. Et finalement, j'ai reproduit la même chose. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez reproduit? Eh bien, je continuais. Moi, j'ai eu 4 enfants. Je m'occupais de mes enfants, la mère poule. Mais bon, je suis un peu comme ça aussi. Mais bon, je continuais à m'occuper à 100% de mes enfants en m'oubliant complètement. Alors, le fait que vous soyez l'aîné a probablement influencé votre caractère. Mais en passant votre temps à vous occuper des autres, vous avez fini donc par vous oublier vous-même. Et en venant sur notre plateau, vous étiez bien décidé à obtenir des réponses à vos questions. Quel chemin avez-vous parcouru depuis 2 ans? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans notre reportage. Je me débrouille toute seule. Maman me marquait sur un papier ce que je devais faire et j'assumais. Agnès était l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Et dès son plus jeune âge, elle s'était vue confier la responsabilité de ses petits frères et sœurs. Vous assumiez les tâches qu'on vous demandait, mais sans que ce soit vraiment contraignant pour vous. Maman m'a dit, je pense que tu es née pour être responsable d'enfants. J'ai pas eu le choix. La vie n'était pas facile du tout, mais on était heureux. Une organisation qui convenait à Agnès, mais pas à sa sœur, Evelyne, la 2e fille de la famille. Je ne comprenais pas qu'on puisse me donner ce rôle-là. Bon, vous étiez plus rebelle? Ah, très rebelle, oui. Ah bon? Très rebelle. Alors, vous vous rebelliez auprès de qui? C'était sur maman, quoi. Oui, c'est bon. Ah, j'étais très méchante, j'ai cassé ses pots de fleurs, je faisais très souvent des fugues. Plus sage, Agnès avait-elle attendu quelques années pour s'émanciper? Je me suis mariée très tôt. Dès que j'ai trouvé quelqu'un, je me suis dit, c'est bon, je pourrais sortir, profiter de la vie. Mais l'instinct maternel avait repris le dessus et Agnès s'était vite retrouvée mère de 4 enfants. Est-ce que, comme chez vous, votre aîné s'occupait des plus jeunes? Non. J'ai pas voulu reproduire ce que j'avais vécu là-dessus. Si je comprends bien, vous êtes mariée, vous avez reproduit ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous avez eu 4 enfants, donc vous avez passé votre temps à vous occuper des enfants. Voilà. Et en plus, sans trop vous faire aider par les enfants pour ne pas reproduire ce que vous aviez vécu. Voilà. Toujours dévouée aux siens, Agnès était devenue entre-temps grand-mère et elle n'avait toujours pas eu le temps de vivre pour elle. Et là, je suis divorcée depuis 1 an. Et maintenant, j'élève mon petit-fils. Vous êtes bonne poire, vous? Non, je pense pas. J'ai besoin de m'occuper des autres. Je sais pas dire non. 1 an après l'émission, c'est une toute autre Agnès que nous retrouvons chez elle, à Bagnols-sur-Cèze. Malgré sa dévotion aux autres, Agnès a enfin appris à vivre des moments à elle, rien qu'à elle.
Ah, Marie, coucou, ça va? Un changement qu'elle doit entre autres au soutien de son amie d'enfance, Marie-Hélène. Les deux femmes passent à présent la majorité de leur journée ensemble. Et ton petit-fils, alors tu l'as pas? Ah ben non, non, je l'ai pas. Maintenant, bon, écoute, je prends un peu du temps pour moi. Et bon, ben, je l'ai de temps en temps, mais c'est plus pareil qu'avant. Avant, tu regardais tout le monde sauf toi. C'est vrai que maintenant, je me coupe pas en quatre comme avant. Eh bien, tu sais dire non maintenant. Oui. Ça n'empêche pas que tu aimes tes enfants. Heureusement que tu as changé, parce que sinon, c'est pas une vie. Hein. Et tu sais quoi, Marie, la vie commence à 60 ans. Hein. Ah oui, c'est vrai. Eh bien voilà, ben moi, une remarque, moi, il a fallu du temps, hein, mais bon. Et si Agnès a mis du temps à réagir, elle n'est pas prête de s'arrêter en route. Au programme aujourd'hui, une après-midi entre filles chez le coiffeur. Ça va? Oui. Elle veut changer de look alors, hein? Ah, ça y est, Agnès. Ah, j'ai carte blanche. Carte blanche. On fait ce qu'on veut? Je fais confiance. Agnès a choisi de symboliser ce nouveau départ par une nouvelle coupe. Alors moi, je trouve que ça vous irait très bien. On a quelque chose qui est beaucoup plus dégradé. Voilà. On va jouer surtout un effet un petit peu coiffé-décoiffé qui va donner un peu plus de style. On part sur un nouveau look. Oui, eh ben nouvelle vie, Ça va faire du bien. Ça va me faire du bien. C'est parfait. Allez. Ça fait longtemps que je la booste et que, bon, maintenant, ça va mieux. Je la trouve plus épanouie et beaucoup mieux dans sa peau. C'est la nouvelle Agnès. Alors Agnès, super beau. c'est bien? Ah oui, super, ça me plaît. Ah oui, oui. Ça fait un petit changement, il faut s'adapter? Oui, non, mais c'est ce que je voulais. Ça te va super bien, ça te change, mais alors complètement. Hein. Plus la même femme. À bientôt. Super, je suis contente. Allez, Merci au revoir. à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et positif, hein? Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle Agnès que s'apprête à découvrir l'une de ses filles, Anouchka. Coucou. Ça va, Moon? Oui. Oui. Et toi? Ça va? Que t'es belle. Alors, ça te va super bien. C'est vrai? Ah oui, ça change. Tu as vu? J'ai voulu changer complètement de look, changer comme maintenant. Bon ben, disons que je prends la vie un peu autrement. Là, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ah oui, je suis contente. Tu es vraiment une autre femme, mais en même temps, c'est toi, t'es ma maman. C'est pas parce que moi maintenant je profite que je vous aime pas non plus. On est grand, ça y est, c'est à toi maintenant. Oui, ben de toute façon. Et c'est à nous de s'occuper de toi aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Une joie communicative qui rassure Agnès et l'encourage à continuer. Moi, de te voir heureuse, ça me rend heureuse. Et pourvu que ça dure, il manque plus que le chéri maintenant. Je crois. Une autre femme. Est-ce que votre passage à toute une histoire a été un déclic? Oui. Vous êtes émue? Oui, émue de voir ma fille, mais bon. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que je suis très près d'elle, j'ai plein d'affinités avec elle. Pas que je la préfère aux autres, mais elle est tellement, je sais pas, on a plein de points communs. Et puis, non, puis ça me fait drôle d'aller voir la télévision en plus. Bon, en tout cas, la coupe s'est réussie. Oui, non, mais il fallait que je change. Et c'est vrai que j'ai eu le déclic en venant ici. Pourquoi? Parce que, premièrement, après, quand je suis rentrée à Bagnols, j'ai eu le... Je sais pas, ici, j'ai été reçue comme une princesse. On s'est occupé de moi. Une équipe formidable qui vous entoure, Et moi, je ne suis pas habituée à ça. Disons, je l'ai fait aux autres, mais moi, on me l'a jamais... Je ne l'ai jamais eu en retour, disons. Bon, j'ai jamais attendu de retour. Mais disons que ça m'a dit... Je me suis dit, eh bien, finalement, non, je ne suis pas n'importe qui non plus. Je ne suis pas... voilà, quoi. Parce que, voilà, j'ai tellement été abaissée aussi que, bon, ça y a fait beaucoup. Mais le passage ici, eh bien, m'a énormément mis en valeur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie-Hélène? Depuis, elle a changé. En quoi? Eh bien, vous voyez, avant, elle sortait pas, rien du tout. Et depuis 2 ans, eh bien, elle vient chez moi pratiquement tous les week-ends. On va à des repas dansants. Bon, et puis l'été, on part 3 ou 4 jours faire un petit séjour à la montagne. Et voilà. Elle se libère davantage. Hein.
qu'avant, elle ne se libérait pas. Et elle me disait toujours, bon, il faut que je voie avec mes enfants, mon petit-fils. Donc, elle ne pensait jamais à elle. Donc, dans les repas dansants, il n'y a pas de fiancé? Trop vieux. Comment? Ils sont trop âgés. Trop âgés. Non, mais... Ouais, un peu trop âgés. Parce que vous cherchez quel profil? Vous êtes un peu non, cougar, vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est des hommes de 80 ans. Ah oui, quand même. Ouais, trop vieux. Il y en a de 70 quand même. 70, non, mais bon. 70, ça va, non? Non. Ah bon? Ah non, quand même, vous cherchez je veux mon âge. Non, je veux mon âge. D'accord. Non, mais ça, après, bon, c'est vrai que déjà, j'ai fait des efforts sur plein de choses. Mon petit-fils, beaucoup de recul. J'ai pris, le week-end, il est toujours chez sa maman, donc j'ai mes week-ends toute seule, tranquille. Ça veut dire quoi? Que vous auriez appris à dire non, peut-être? Oui. C'est-à-dire que parfois, on vous demande des choses et vous dites non? Oui, maintenant, je sais m'imposer. Parce qu'avant, je ne m'imposais pas. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait comme effet de dire non la première fois? Eh bien, ça m'a fait du bien. Mais par contre, les gens à qui j'ai dit non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Voilà. Alors, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ben voilà. Et alors, donc, vous leur dites quoi? Eh bien, il m'arrive que, voilà, que maintenant, je veux vivre pour moi. Je ne veux pas toujours dire, penser qu'aux autres. Hein. Je veux penser aussi à moi, me faire ma vie à moi, étant donné que je n'en ai jamais eu. Et puis que maintenant, je voudrais rencontrer aussi quelqu'un. Oui. Alors, vous voulez profiter de ce passage pour... Avec des valeurs. C'est quoi vos valeurs? Ben non, mais des valeurs, qui aiment la famille, qui soient... Gentil? Oui, gentil. Les valeurs, quoi. Un peu comme attentionné. Parce que moi, j'ai pas connu tout ça. J'ai pas connu un homme attentionné. Pas un homme qui me parlerait mal ou qui me... Ah non, je pourrais pas vivre ce que j'ai déjà vécu. C'est pas la peine. Mais je pense que là, je vais aller dans le bon chemin. Parce que, c'est vrai que je vois plus les choses pareilles. Si certains nous regardent et qu'ils habiteraient à Bagnols... Bagnols et les environs. Bagnols-sur-Cèze. Bagnols-sur-Cèze. C'est où? Saint-Travignon et Nîmes. D'accord. Ils viennent sur notre site, on vous met en contact, on fait suivre le courrier, etc. Ça leur fera des kilomètres quand même. Hein? Ouais. Non, mais on ne sait jamais. Dans la région qui regarderait l'émission, etc. Oui. Mais là, ça va. Ça va. C'est vrai que... Et maintenant, le bonheur, je sais ce que c'est, franchement. Très bien. Frédéric vous dirait que ça commence comme ça, il paraît. Hein. Exactement. Se recentrer sur soi, se faire plaisir, savoir s'écouter, et puis après, ça arrive. Et profiter des bons moments. Des petits plaisirs, même. Je pense que le bonheur, c'est ça, c'est profiter des bons moments de la vie. Très bien, on va être obligé de s'arrêter là. J'ai bien compris que vous vous sentiez très bien sur ce plateau. On espère vous recevoir à nouveau et que vous nous annoncerez de bonnes nouvelles. Hein. Oui. Merci d'être revenu. Merci à vous, Sophie, de nous avoir reçus. Je vais vous faire signer le grand livre de l'histoire continue. Voilà. Pendant qu'Antoine et Lola vous rejoignent, vos enfants... Ouh, qu'elles sont jolies ces couettes. Je voudrais les mêmes. Merci d'être revenu. Merci à vous pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Long nights, strange men. The look of love is in. Leur physique ne colle absolument pas avec qui ils sont vraiment. On me prend toujours pour un jeune homme. Je vais sur 26 ans et on me prend toujours pour une ado. Mon physique dérange parce que je suis tatouée, je suis percée. Voilà, je ne rentre pas dans les clous. Ben non, c'est les clous qui rentrent dans vous. Une apparence en décalage qui leur a parfois joué des tours. Des gens viennent m'aborder en me demandant mon âge. La vie est fort compliquée, surtout quand on cherche du travail. Je me suis sentie un peu comme un extraterrestre, là, au milieu de tous ces mecs. J'avais des poils en moins et j'étais pas en Marcel. Et pourtant, pour eux, pas question de changer.
On m'a demandé de renoncer à mes artifices, mais je n'ai jamais cédé. Je me plais quand je me regarde, je me trouve belle quand je me regarde. On est des gens bien, voilà. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien, mais il faut assumer ça. Yvonne, vous allez être au chômage.